Laisse-moi te poser une question que personne autour de toi n'osera jamais poser. Est-ce que tu construis ta vie ou est-ce que tu la subis? Pas dans les grandes déclarations, pas dans ce que tu dis aux autres quand on te demande comment ça va. Dans le détail, dans le quotidien, dans les choix que tu fais entre 16 heures et 22 heures quand personne ne regarde. Dans ce que tu fais de tes dimanches, dans la façon dont tu te couches le soir. Est-ce que tu construis ou est-ce que tu dérives? Parce qu'il y a deux types d'existence. Ceux qui conçoivent leur vie comme un architecte conçoit un édifice, avec un plan, des matériaux choisis, une vision de ce que sera la structure dans 20 ans. Et ceux qui vivent comme on traverse une forêt sans boussole, en espérant que le prochain pas mènera quelque part de bien. Les seconds sont majoritaires, très majoritaires. Et ce n'est pas leur faute, personne ne leur a appris autrement. Mais c'est leur responsabilité, et c'est sur cette distinction que tout repose. Il y a un phénomène que j'ai observé tout au long de ma vie et que j'appelle la dérive invisible. La dérive invisible, c'est ce qui arrive quand une vie avance sans direction. Pas de manière dramatique, pas de catastrophe soudaine, juste un glissement lent, imperceptible, qui se produit chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Tu ne deviens pas quelqu'un que tu ne voulais pas être en un jour. Tu y arrives en 1000 petites décisions que tu n'as pas vraiment prises. En 1000 matins où tu as laissé l'urgence dicter ta journée plutôt que ta vision. En 1000 soirées où tu as choisi le bruit plutôt que le silence nécessaire. Et un jour, tu te réveilles, tu regardes ta vie et tu te demandes comment tu es arrivé là. Ce n'est pas une crise, c'est une reconnaissance. La dérive invisible est silencieuse précisément parce qu'elle ne fait jamais assez mal à temps. Elle anesthésie, elle normalise, elle te convainc que c'est acceptable, que beaucoup de gens vivent comme ça, que tu t'en sortiras plus tard quand les conditions seront meilleures. Mais les conditions ne deviennent pas meilleures toutes seules. Les conditions répondent à celui qui les façonne. Alors voici l'audit que je te propose, non pas pour te juger, mais pour te réveiller. Regarde ta vie telle qu'elle est réellement en ce moment, pas celle que tu planifies, pas celle dont tu parles à tes proches, celle qui existe entre 6 heures du matin et minuit, 7 jours par semaine. Regarde tes revenus, pas ceux que tu espères avoir dans 2 ans, ceux d'aujourd'hui. Reflètent-ils fidèlement la valeur que tu apportes au monde ou reflètent-ils simplement le niveau d'effort que tu as été prête à consentir jusqu'ici? Regarde tes relations, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Est-ce que leur présence dans ta vie t'élève ou te maintient dans un confort complaisant? Regarde ton corps. Est-ce que tu en prends soin comme d'un instrument précieux ou est-ce que tu lui demandes de fonctionner sans jamais investir dans son entretien? Regarde ton esprit. Qu'est-ce que tu lui donnes à lire, à entendre, à contempler? Le nourris-tu ou le distrais-tu simplement? Ce bilan n'est pas agréable, je le sais. Mais c'est le seul point de départ honnête. On ne peut pas construire sur un sol dont on refuse de vérifier la solidité. Les architectes font des relevés avant de tracer le moindre plan. Ils mesurent, ils sondent, ils évaluent ce qui est là. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils voudraient voir. Ils regardent ce qui est. C'est ce que je te demande de faire. Regarder ce qui est. Pas pour t'accabler. Pour avoir enfin un point de départ réel. Parce que la vraie question n'est pas où tu es. La vraie question est dans quelle direction tu marches. Une vie ne change pas dans les grands moments. Elle change dans les moments ordinaires que tu choisis de traiter autrement. J'ai appris très jeune qu'il existe une métaphore qui contient presque tout ce que j'ai mis des décennies à comprendre sur la condition humaine. Le vent. Le vent souffle pour tout le monde de la même façon. Il n'a pas de préférence. Il ne fait pas de favoritisme. Il arrive, il pousse, il s'en va. Il revient différemment demain. Et pourtant, selon la façon dont tu as disposé ta voile, ce même vent te fait avancer ou te fait reculer. C'est la philosophie personnelle. Ta philosophie personnelle, c'est la voile de ton existence. C'est l'ensemble des convictions, des interprétations, des croyances, à travers lesquelles tu filtres tout ce qui t'arrive. Le succès et l'échec, l'opportunité et l'obstacle, le don et la perte. 2 personnes reçoivent un refus. L'une y voit la preuve qu'elle ne vaut rien et abandonne. L'autre y voit une information sur ce qu'elle doit améliorer et recommence. Même vent, voile différente, permanente pour justifier là où elle est. L'autre s'en sert comme d'un catalyseur qui l'oblige à repenser entièrement sa façon d'opérer. Même vent, voile différente.
C'est pourquoi je dis depuis toujours que le problème fondamental de la plupart des gens n'est pas économique. Il n'est pas social. Il n'est pas même culturel. Il est philosophique. Ils n'ont jamais pris le temps de construire délibérément la façon dont ils interprètent le monde. Ils ont hérité d'une philosophie, celle de leur famille, de leur quartier, de leur école, de leurs amis d'enfance. Et ils ont traversé leur vie avec cette lentille, sans jamais se demander si elle leur convenait, sans jamais se demander si elle servait la personne qu'ils voulaient devenir. Construire sa philosophie personnelle, ce n'est pas de la métaphysique abstraite. C'est une tâche pratique et urgente. Ça commence par une question simple. Qu'est-ce que je crois fondamentalement sur ma propre capacité à changer les choses? Si tu crois que ta vie est principalement le produit de forces extérieures sur lesquelles tu n'as pas de prise, alors tu vivras comme quelqu'un qui subit, parce que c'est cohérent avec cette croyance. Si tu crois que ta vie est principalement le produit de tes décisions, de tes habitudes, de ta façon de voir et d'agir, alors tu vivras comme quelqu'un qui construit, parce que c'est cohérent avec cette croyance. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la mécanique. Tes actions découlent de tes croyances, tes résultats découlent de tes actions, et tes croyances, tu peux les choisir. J'ai rencontré des gens qui avaient tout pour réussir selon les critères extérieurs, l'intelligence, les relations, les opportunités, et qui n'ont rien construit, parce que leur voile était mal disposé, parce que leur philosophie intérieure sabotait systématiquement ce que le monde mettait à leur disposition. Et j'ai rencontré des gens qui partaient de presque rien, sans réseau, sans capital, sans avantage apparent, et qui ont bâti des vies remarquables, parce que leur voile captait chaque souffle de vent, parce que leur philosophie transformait chaque circonstance en ressources. La différence n'était pas dans le vent, elle était dans la voile. Alors construis délibérément la tienne. Lis des livres qui élargissent ta vision du possible. Fréquente des personnes qui ont une façon de voir le monde qui t'inspire. Remets en question régulièrement tes certitudes. Les convictions les plus dangereuses sont celles qu'on n'examine jamais parce qu'elles semblent aller de soi. Et surtout, comprends ceci. Ta philosophie n'est pas gravée dans la pierre. Elle est vivante, elle se modifie, elle s'affine, elle grandit. Un homme de 40 ans ne devrait pas avoir exactement la même façon de voir le monde qu'à 20 ans. S'il n'a pas changé, il n'a pas appris. S'il n'a pas appris, il n'a pas vécu. Il a juste répété. La sagesse n'est pas l'accumulation d'années, c'est l'accumulation de révisions, de remises en question, d'humilité face à ce que l'expérience te montre. Dispose ta voile avec soin, le vent viendra de toute façon. Il y a une question que je pose à tous ceux qui me disent vouloir changer leur vie. Est-ce que ta vie actuelle est le reflet naturel de tes habitudes actuelles? La plupart des gens répondent oui sans vraiment y avoir réfléchi. Et quand ils y réfléchissent vraiment, ils réalisent à quel point cette réponse est révélatrice. Tu n'es pas le fruit de tes intentions, tu es le fruit de tes habitudes. Tout le monde a de bonnes intentions. L'intention de se mettre en forme, l'intention de lire davantage, l'intention d'épargner, l'intention de mieux écouter ses proches. Les bonnes intentions ne manquent nulle part. Ce qui manque, c'est la traduction de ces intentions en conduite, stable, répétée, ancrée dans le quotidien. C'est ça une habitude, une décision que tu as prise si souvent qu'elle ne demande plus de décision. Et voici ce qui est fascinant. Le cerveau humain fonctionne exactement comme un jardin. Si tu plantes du bon grain, de bons fruits poussent. Si tu laisses le terrain sans soin, les mauvaises herbes colonisent tout, non pas parce qu'on les a plantées, mais parce qu'elles trouvent un terrain vacant. La négligence n'est pas neutre, elle est active, elle produit des résultats, simplement pas ceux que tu voulais. Alors le recablage des habitudes commence par 3 audits, 3 inventaires honnêtes que très peu de gens acceptent de faire. Le premier, l'audit de ton entourage. J'ai dit depuis longtemps que tu es la moyenne des gens qui t'entourent. Certains ont trouvé cette idée dure. Je la trouve simplement exacte. Prends les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Pose-toi ces questions pour chacune d'elles. Est-ce que cette personne tire vers le haut ou vers le bas ma vision de ce qui est possible? Est-ce que sa façon de parler de l'argent, du travail, des autres, de la vie, est une façon que j'admire ou une façon que je subirais par habitude? Est-ce que sa présence dans ma vie me rend exigeant envers moi-même ou me permet de justifier ma complaisance? Ce n'est pas une invitation à la cruauté.
Ce n'est pas une raison de couper brutalement les liens. C'est une invitation à être lucide sur les influences qui façonnent quotidiennement ta façon de penser. Tu ne choisis peut-être pas entièrement les gens qui t'entourent, mais tu choisis combien de temps et d'énergie tu leur consacres. Le deuxième, l'audit de ton temps. Pendant une semaine, note honnêtement ce que tu fais de chaque heure, sans corriger, sans embellir, exactement ce qui se passe réellement. Ce relevé te montrera quelque chose d'instructif. Il te montrera non pas qui tu veux être, mais qui tu es actuellement. Non pas tes valeurs déclarées, mais tes valeurs réelles, celles auxquelles tu consacres effectivement ton temps irremplaçable. Le temps ne ment pas. Tu ne peux pas lui faire dire autre chose que ce qui s'est passé. Et quand tu regardes ce relevé, la question à te poser est simple. Est-ce que la distribution de mon temps au cours de la semaine passée ressemble à la vie que je veux construire? Si la réponse est non, c'est une information précieuse, pas une condamnation, une information. Le troisième, l'audit de ton langage. Celui-là est le plus subtil et peut-être le plus puissant. Écoute-toi parler pendant une journée, pas pour te corriger en temps réel, simplement pour observer. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, est-ce que ton langage habituel désigne une cause extérieure ou une responsabilité intérieure? Est-ce que tu dis « les choses ne marchent pas pour moi » ou « je n'ai pas encore trouvé comment faire marcher les choses » ? Est-ce que tu dis « je n'ai pas le choix » ou « j'ai fait ce choix pour ces raisons » ? Le langage n'est pas juste un reflet de ta pensée. Il la forge en retour. Les mots que tu répètes deviennent des convictions. Les convictions deviennent des comportements. Les comportements deviennent ta vie. Commence à parler comme quelqu'un qui est aux commandes. Même quand tu ne te sens pas aux commandes. Surtout quand tu ne te sens pas aux commandes. C'est le passage de la survie à la conception. La survie réagit. La conception anticipe. La survie subit le vent. La conception dispose la voile. Et ce passage ne se fait pas en une décision. Il se fait en 1000 micro-décisions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent ta façon naturelle d'exister. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup trouvent inconfortable mais qui est absolument central. L'argent. Non pas parce que l'argent est la mesure de la valeur d'un être humain, mais parce que dans une économie de marché, l'argent est le signal que le monde envoie pour te dire si tu lui es utile et à quel degré. Il faut comprendre cette mécanique pour cesser de s'en plaindre et commencer à la maîtriser. Le marché ne rémunère pas le temps, il rémunère la valeur. C'est une distinction fondamentale que la plupart des gens n'ont jamais vraiment intégrée. Deux personnes peuvent passer la même journée assis derrière un bureau. L'une produit une analyse qui aide une organisation à éviter une erreur à 10 millions d'euros. L'autre remplit des formulaires qui seront archivés sans être consultés. Même temps passé, valeurs radicalement différentes et rémunération radicalement différente, ce n'est pas injuste, c'est mécanique. Alors la question à se poser n'est pas comment puis-je travailler plus d'heures. La question est comment puis-je développer des compétences, des connaissances, des capacités qui me permettent de produire davantage de valeur par heure investie. C'est ce que j'appelle travailler sur soi plutôt que seulement pour soi. Travailler pour soi, c'est mettre du temps contre de l'argent. C'est l'échange le plus basique et il a ses limites structurelles. Le temps est plafonné à 24 heures. La valeur de chaque heure, elle, est illimitée dans son potentiel de progression. Travailler sur soi, c'est investir dans ce qui fait que chaque heure que tu consacres à une activité vaut davantage que l'heure d'hier. Lis des livres que tes concurrents ne lisent pas. Développe des compétences que ton marché valorise, mais que peu de gens dans ton environnement ont pris la peine d'acquérir. Cherche des mentors. Expose-toi à des environnements qui t'obligent à monter de niveau. Et maintenant, parlons de la gestion de ce que tu gagnes. J'ai rencontré des gens qui gagnaient des sommes modestes et vivaient avec sérénité parce qu'ils maîtrisaient parfaitement le rapport entre ce qui entre et ce qui sort. Et j'ai rencontré des gens qui gagnaient des revenus importants et vivaient dans une anxiété permanente parce que leurs dépenses croissaient plus vite que leurs revenus. La richesse n'est pas un niveau de revenu, c'est un écart. L'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et la façon dont tu investis cet écart. Voici quelques principes que j'ai appliqués et que j'ai vus fonctionner sans exception. Premier principe, paie-toi en premier, avant tes factures, avant tes loisirs, avant tout autre engagement financier. Un pourcentage de ce que tu gagnes t'appartient. Il n'est pas négociable. Il ne disparaît pas dans les dépenses courantes.
Il travaille pour toi pendant que tu travailles pour autre chose. 10% est un point de départ raisonnable pour la plupart des gens. Pas parce que c'est le chiffre parfait, parce que c'est à la fois significatif et tenable, et parce que la discipline d'épargner 10% sur un petit revenu prépare l'habitude d'épargner intelligemment sur un grand revenu. Deuxième principe. L'argent que tu épargnes n'est pas de l'argent mort. Il est en attente d'une opportunité. Mais cette opportunité ne viendra que si tu l'as préparé à la recevoir. Et cette préparation passe par la compréhension des mécanismes par lesquels l'argent se multiplie. Les intérêts composés. L'investissement dans des actifs qui produisent plutôt que dans des passifs qui consomment. Troisième principe. La dette est une hypothèque sur ton avenir. Non pas toute dette, qui peut être un levier intelligent dans certaines circonstances, mais la dette de consommation. Celle qui finance des plaisirs présents avec de l'argent futur que tu n'as pas encore gagné. Elle réduit ta liberté de manœuvre future à mesure qu'elle satisfait ton confort immédiat. J'ai une formule simple que j'utilise depuis longtemps pour évaluer mes décisions financières. Est-ce que ce que je m'apprête à faire me rapproche ou m'éloigne de la liberté financière? Pas la richesse au sens de l'opulence, la liberté au sens de ne plus avoir à vendre ton temps par nécessité. La liberté de choisir sur quoi tu mets ton énergie parce que tes besoins fondamentaux sont couverts par ce que ton argent génère pendant que tu dors. C'est un horizon lointain pour la plupart des gens, mais c'est un horizon qui devient plus proche à chaque décision alignée. Et rappelle-toi ceci, le marché ne te doit rien, mais il répond fidèlement à ce que tu lui apportes. Développe ta valeur et ta rémunération suivra. Gère ce que tu gagnes avec intelligence et ta liberté grandira. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des mécaniques. Le manifeste final. Nous arrivons maintenant à ce qui, selon moi, est la partie la plus importante de tout ce que j'ai pu partager au fil des années. Pas les stratégies, pas les techniques, pas même les philosophies. Le pourquoi fondamental. Pourquoi construire? Pourquoi exactement? La plupart des discours sur le succès s'arrêtent aux résultats externes. Le revenu, la carrière, le statut, les accomplissements visibles. Et il n'y a rien de mal à viser ces choses. Elles ont leur importance. Mais ce ne sont pas elles qui donnent un sens à l'édifice. Un architecte ne construit pas un bâtiment uniquement pour avoir quelque chose à regarder. Il le construit parce que des êtres humains vont y vivre, y travailler, y trouver un abri, y créer, y transmettre quelque chose. La structure est au service d'une vie. Ta vie construite est au service de quelque chose. Et si tu ne sais pas au service de quoi, elle risque de devenir une fin en elle-même. Une accumulation sans direction, un succès qui sonne creux. J'ai connu des hommes riches qui étaient profondément pauvres. Pas au sens financier, au sens existentiel. Ils avaient construit un édifice imposant, mais personne n'y vivait vraiment, pas même eux. Et j'ai connu des hommes aux ressources modestes qui étaient d'une richesse intérieure que j'admirais sans réserve. Parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils construisaient et pour qui. La vraie question de l'architecte n'est pas « quelle maison vais-je bâtir ?» c'est « quelle vie vais-je rendre possible ?» Pour toi, pour les tiens, pour ceux qui viendront après toi. Parlons un instant de l'héritage, non pas au sens juridique et financier, au sens vivant du terme. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Pas dans les biens, dans les empreintes. Les empreintes que tu laisses dans la façon dont tes enfants voient le travail, l'effort et la dignité. Dans la façon dont tes proches comprennent ce que signifie tenir ses engagements. Dans la façon dont ceux qui t'ont côtoyé parlent de toi quand tu quittes la pièce. Ces empreintes ne s'achètent pas, elles se construisent. Une journée à la fois, une décision à la fois, une façon d'être à la fois. Et voici ce que j'ai compris après des décennies d'observation. Le caractère est la seule structure que le temps ne peut pas détruire. L'argent peut disparaître dans un revers économique. La réputation peut être entachée par un seul mauvais choix rendu public. La santé peut être compromise. Les relations peuvent se déliter. Même les empires s'effondrent. Mais le caractère forgé par des années de décisions alignées, d'engagements tenus, d'exigences maintenues envers soi-même, est indestructible. Parce qu'il n'est pas dans le monde, il est en toi. Et il se transmet, pas par les mots, par l'exemple. L'enfant qui grandit en regardant son père ou sa mère se lever tôt non par obligation, mais par engagement envers quelque chose qui compte,
Cet enfant ne retient pas la leçon intellectuellement, il la grave dans ses os. Elle devient sa référence de ce que signifie être un adulte. C'est un héritage que nulle fluctuation boursière ne peut effacer. Alors, voilà ce que je te laisse comme réflexion finale. Dans 20 ans, ta vie aura la forme de ce que tu fais maintenant. Pas d'une chose spectaculaire, de la somme de tes journées ordinaires. Les architectes le savent, un édifice qui durera des siècles est constitué de milliers de gestes précis, de matériaux choisis, de vérifications répétées. Pas d'un moment de génie, d'une rigueur maintenue. Ta vie est cet édifice, et tu en es l'unique architecte. Il n'y a personne d'autre dans ce rôle, personne d'autre qui puisse décider de la hauteur des murs, de la solidité des fondations, de la beauté de l'ensemble. Personne d'autre qui portera la responsabilité de ce qui sera construit ou de ce qui sera laissé en friche. Toi. Alors voici ce que je te demande de faire. Pas demain, maintenant. Pose-toi dans le silence. Pas 5 minutes symboliques, vraiment, dans le silence. Et demande-toi honnêtement quelle vie tu es en train de construire par tes habitudes actuelles, par les gens que tu fréquentes, par les livres que tu lis ou que tu ne lis pas, par la façon dont tu uses de ton argent et de ton temps. Pas la vie que tu veux, la vie que tu es en train de construire. S'il y a un écart entre les deux, cet écart est ton travail. Pas une crise, pas une fatalité, un chantier. Et le propre d'un chantier, c'est qu'il avance une journée à la fois. Chaque journée qui passe est soit une journée où tu as posé une brique dans la bonne direction, soit une journée où tu as laissé le terrain à lui-même. Le temps passe de toute façon. Les saisons se succèdent sans te demander ton avis. L'hiver vient, qu'on est préparé ou non. Le printemps revient, qu'on est semé ou non. La seule variable sur laquelle tu as une prise absolue, c'est ce que tu fais de chaque saison. Sème au printemps, protège en été, récolte en automne, prépare-toi en hiver. C'est tout le secret. Non pas parce que c'est simple, parce que c'est vrai, et les choses vraies résistent au temps. Construis une vie qui résiste au temps. Construis une vie dont le caractère soit la fondation, la discipline le mur porteur et la générosité la façade. Construis une vie que tu regarderas dans 20 ans avec la fierté tranquille de celui qui a fait son travail. Pas parfaitement, mais honnêtement, pas sans erreur, mais sans abandon. C'est ça la stratégie de l'architecte. Pas un plan de succès, un plan d'existence. Et il commence aujourd'hui, il commence maintenant. Il commence avec la prochaine décision que tu vas prendre dans la prochaine heure. Quelle sera-t-elle ?